Alors les amis, un petit laboratoire. Je suis pas chez moi, je suis dans l'hôtel. Je suis désolé de la qualité du son. Je n'ai pas mon ordinateur ultra puissant. J'ai un netbook. J'ai une connexion en 3G merdique. Donc j'espère que ça va faire le taf. Je m'excuse par avance si la qualité est moindre que d'habitude. Il fait très chaud, j'ai un ventilateur qui tourne. Alors, dans cela, on va voir un petit peu, je suis Toto le hacker, j'ai mon routeur, je me connecte à Internet, j'ai un point de terminaison, j'ai un serveur, il y a un étudiant qui a laissé un petit fichier sensible sur son compte. Nous, de l'extérieur, comment on va pouvoir faiser l'interface de programmation qui tourne sur le serveur. On va coder un petit peu de Python, on va créer du code malicieux pour prendre le point de contrôle, enfin le point de terminaison, excusez-moi, qui est vulnérable. Il y a une faille dans l'API et ça va nous donner les droits en tant qu'utilisateur. On sera pas root sur la machine, mais ça devrait déjà suffire à pouvoir voler le fichier de l'étudiant. D'accord? Donc le but, c'est de comprendre le fonctionnement encore une fois. La machine, elle bloque la plupart des protocoles, sauf l'HTTP. D'accord? Donc on va utiliser le port 81, c'est du non chiffré, et le but, ça va être de transférer une archive qui a été compressée en utilisant le protocole HTTP, prendre le contrôle, faire l'RCE via l'API, le point de terminaison qui fait tourner l'API est faillible, et on va essayer de pirater tout ça. On va scanner la machine de test avec Nmap, on va voir un petit peu ce qu'on a. On a un port 8000, on a du HTTP alt alternatif sur le port 8000. Donc là, visiblement, on a rerouté le port 8000. C'est celui qu'on va venir attaquer. Comme c'est un point de terminaison avec une API, on peut aussi aller voir ce qui s'y passe. Je vais aller sur des moyenneux, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que là, on est sur le port 443. D'accord? Port 443 chiffré, nous, on a vu que c'est le port 8000 qui est rerouté. Enfin, le port 80 qui est rerouté sur le 8000. Non, ça passe pas non plus. Donc là, on voit que ça mouline. Ce qu'on peut tenter, c'est repasser un démo et je vais le mettre là. D'accord. On va le caler là. Et là, on voit que ça passe un peu mieux. D'accord? Ok, donc on arrive sur une page toute bête qui nous dit pas comme parameters required. Donc, paramètres de commande requis. Il ne doit pas y avoir grand-chose. Non, il y a quasiment rien dans le code source. Donc, tout va se passer au niveau du point de terminaison. Là, on arrive donc sur le port 8000 et on peut observer donc ce fameux command parameter required. Donc ça veut dire qu'on doit passer un paramètre, un nom de paramètre en tant que commande à l'URL. D'accord? Donc c'est un dénominateur commun quand vous utilisez des web shells. Donc on va faiser. On sait maintenant qu'on attaque http://dmo.ine.local2.8000 et il y a quoi? Il nous dit qu'il y a le paramètre CMD qui est requis. Donc qu'est-ce qui nous manque là techniquement? On va lui ajouter notre query strings, c'est-à-dire un point d'interrogation, et on va lui passer le paramètre query string, CMD et quelque chose. D'accord? Est-ce qu'on peut faire de l'injection de commande? Oui, on peut. Flag zip tools. D'accord? Donc là, on voit que le paramètre CMD est faillible. Je lui ai donné le query string. Je lui ai dit, écoute, on travaille sur CMD et CMD est égal à une valeur. Cette valeur est égale aux commandes, en fait. Et ça doit être sûrement une machine, Linux, puisque PWD, voilà. Il nous dit, t'es dans Home Student. D'accord? Et je dois être quoi? Si je fais de l'injection de commande sur un serveur qui est faillible via l'API, je dois être sûrement chez Student. D'accord. Intéressant. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin carrément? Donc, revenons sur notre PWD. On a notre Home Student. Ok. Est-ce qu'on peut maintenant commencer à énumérer? Je veux connaître le contenu de PWD. On a vu qu'on a flag quelque chose. Alors, avec l'injection de commande, je peux vous montrer un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un ls plus ou un L. Ça, c'est codé en URL.
et ça équivaut à quoi? À ls espace tiret 1. Je remplace l'espace par un plus. Pourquoi? Parce que je suis dans mon navigateur et tout est encodé en URL. Donc je peux pas mettre de blanc, de white space. Et là, on voit pareil, ça devient intéressant. Hein, on commence à récupérer. Il me dit, écoute, ouais, il y a bien un fichier que tu peux lire en tant que student, hein, parce que toi, t'es student. Donc student, il est quoi? Il peut le lire. Il peut pas écrire, il peut pas exécuter. Il y a, si tu fais partie du root, hein, c'est un peu pareil. Et ensuite, il y a le root. Le root, lui, il a le droit d'écrire, read, et de lire, pardon, écrire. Le read and write. D'accord? Et on voit bien que ça appartient à root, qui fait partie du groupe root. Ok? Ensuite, on a les métadonnées. On a un flag zip. Et ensuite, on a visiblement une arborescence, hein, qui appartient cette fois-ci à student. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est récupérer ce qu'il y a dans le répertoire de l'étudiant. Hein. Le student, il a quoi? Il a un fichier flag zip. Ok, comment je peux récupérer l'archive? Moi, le but, c'est peut-être en décompressant l'archive, je vais récupérer mon flag, d'accord? Ce CTF. Alors, comment on pourrait récupérer ça? On peut utiliser des commandes simples. Hein. On va utiliser quoi? Notre navigateur, c'est le cas. On a fait un scan nmap pour voir le port ouvert. On va utiliser curl, on va utiliser Python. Avec ces quatre outils, ça devrait faire le taf. D'accord? Donc là, c'est pareil, je peux continuer, lui dire, écoute, essaye un curl. Donc curl, hein, vous savez que ça permet de faire beaucoup de choses. On va voir s'il est présent sur la machine. Ah, on voit qu'il est présent sur la machine. Ça devient super intéressant pour nous. D'accord? Ça veut dire que curl est présent. Curl, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'envoyer, de recevoir des fichiers. Hein. Il permet de simuler un navigateur web. Hein. Sans être un navigateur web, vous allez pouvoir faiser, hein, c'est-à-dire envoyer ou récupérer des informations à partir d'un point de terminaison. Là, on sait qu'il y a une API avec le paramètre CMD qui est faillible puisque on peut faire du command injection. Donc là, je lui ai demandé quoi? Je lui ai demandé, écoute, lance curl et le mode help. Et là, je vois toutes les commandes. Il me dit, ouais, curl est bien installé sur la machine. Et voilà tout ce que tu peux utiliser, hein, avec curl. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Tout simplement que curl est présent sur la machine. Maintenant, il faut quoi? Il faut qu'on récupère d'autres informations. D'accord? On va reprendre et je veux connaître éventuellement mon adresse IP. D'accord? Donc on voit que j'ai deux cartes réseau, hein, sur cette machine. On va prendre l'adresse en 192 55 32 2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous ai dit qu'on va se faire un petit peu de Python. Ouais, on va se faire un truc simple. Hein. On va utiliser simple HTTP server et base HTTP server. On va se coder un serveur HTTP, hein, en Python. Je vais le faire tourner sur ma machine. Je vais lui dire, écoute, tu tournes sur 192 55 32 2 et si jamais il y a qui que ce soit de l'extérieur qui essaye de t'envoyer des informations, tu peux récupérer les informations qu'on t'envoie. Vous avez bien compris qu'on va pouvoir injecter via curl, dire à curl, écoute, tu te connectes à notre adresse, il y a un serveur HTTP en Python qui tourne, hein, qui attend les communications. Si tu veux bien, tu lui envoies l'archive. Si tout se passe bien, on va récupérer sur notre ordinateur l'archive, on l'aura exfiltré du serveur. Ok? Donc on va commencer à coder. Donc on va faire un truc simple. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Sudo nano, je suis déjà root, on peut faire nano, on va l'appeler exfil.py. Alors, il manque mochibang. Dans userbin, qu'est-ce qu'il me fait dans userbin? Voilà. Alors, très simple le code, hein, c'est un serveur simple en HTTP et on travaille sur du put. Vous savez qu'on a plusieurs méthodes, hein, quand on parle de requête HTTP pour communiquer avec des serveurs, et on a put. Put, ça va nous permettre de récupérer. Alors, si on va voir un petit peu la documentation Mozilla, hein, que je vous conseille quand vous débutez sur le protocole HTTP, qu'est-ce que nous dit
La webdoc de Mozilla, elle nous dit que la méthode HTTP put crée une nouvelle ressource ou remplace une représentation de la ressource ciblée par le contenu de la requête. Alors, la différence entre put et post tient au fait que put est une méthode indépendante, c'est-à-dire une requête put est envoyée une ou plusieurs fois avec succès, elle aura toujours le même effet. Il n'y a pas d'effet de bord, comme on dit. À l'inverse, les requêtes post successives et identiques peuvent avoir des effets additionnels, ce qui peut revenir, par exemple, à passer plusieurs fois une commande. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer l'intégralité du fichier. Tu as bien compris que s'il est envoyé plusieurs fois, ça peut tronquer le corps de la donnée. On veut une réponse avec un succès, avec le corps de la donnée, ça sera notre data, c'est notre fichier archivé qu'on aura exfiltré du serveur. D'accord? Donc là, en fait, on va faire une requête put, j'ai importé, on a 2 modules de librairie, c'est Simple HTTP Server, vous me voyez souvent l'utiliser, on l'a très souvent, on s'en sert comment? On s'en sert souvent Python 1 ou pas? Python-M, je peux lui dire quoi? Simple HTTP Server, ok, et ça il comprend. Il va chercher notre module, Simple HTTP Server, et automatiquement sur le port 8000, il te sert ça. Intéressant parce que le port 8000 déjà, il est préconfiguré par défaut. Et nous, on a vu quoi? On a également le port 8000 du serveur qui répond. Intéressant. Donc on a ça. Et qu'est-ce qu'on peut lui dire aussi? Notre programme Python, et récupérer l'archive à partir du serveur. Donc là, on importe, parfait, nos modules, nos librairies. Ensuite, il nous faut quoi? Il nous faut notre classe. La classe, c'est une classe classique, sput HTTP request handler. Donc on utilise un request handler en HTTP avec la méthode put. C'est pour ça qu'on fait un def put sur elle-même, sur le self, et on appelle quoi? On appelle ce qu'on lui a demandé. On a vu qu'on travaille sur Simple HTTP Request Handler, et pour ce faire, on a besoin de Simple HTTP Server. C'est pour ça qu'on a fait notre import. D'accord? Après, techniquement, dans notre snippet, qu'est-ce qu'on veut? On travaille sur le protocole HTTP. Le protocole HTTP a besoin de headers, a besoin de bodies. Ok? Il a besoin d'entête. Et ce qui arrive en premier dans une requête HTTP, soit une requête, soit une réponse, et ensuite on a le body, le corps du message. D'accord? Donc déjà, je lui ai dit, écoute, je voudrais bien récupérer les headers, tu vas faire un print, on utilise self, et on lui demande le header. Dans le header, vous avez quoi? Vous avez le content length. Très souvent, tout le temps même, en fait, quand vous naviguez sur Internet, on a des paramètres qui sont nécessaires. Paramètres qui sont soit présents dans l'entête, soit qui sont présents dans le corps. D'accord? Dans le corps, on a plein, en HTTP, on a plein de paramètres. Et on a le content length. Content length, littéralement, la longueur du contenu. Savoir sa taille. D'accord? Donc, on va travailler sur un entier. C'est pour ça que je lui ai mis length. J'ai initialisé et déclaré la variable length. Et je travaille sur un integer, sur un entier. Donc int, et à int, je lui passe quoi? Le self header, on a fait notre print self headers, et je veux quoi? Je veux récupérer le content length. Ensuite, on a notre pass. Le pass, c'est le chemin. D'accord? On travaille toujours avec notre self, et là, on a la fonction translate pass. D'accord? Et on lui passe quoi? On lui passe le self pass. D'accord? Puisque tout notre do-put on travaille là-dessus. D'accord? Ensuite, il nous faut ouvrir. D'accord? Donc, on fait la fonction open et on lui passe quoi? On lui passe le pass parce qu'il faut connaître le chemin. On fait un WB, on veut écrire. D'accord? Et en tant que DST. Et à DST, on lui passe la fonction write puisqu'on veut écrire. Le serveur qu'on a piraté via l'injection de commande via l'API faillible va nous envoyer à notre programme Python qui va héberger un serveur en HTTP, et on lui demande de quoi? D'écrire. D'accord? Il faut dès qu'il reçoive notre fichier, il l'écrive et il l'enregistre. Ensuite, on a besoin d'une mail, comme tout. Donc, if name est égal à main, ça c'est classique que vous retrouverez dans n'importe quel programme Python. Et ensuite, on a quoi? On a notre Simple HTTP Server qu'on a appelé ici. On va faire un test pour s'assurer que c'est bien
fonctionnel. Et on retrouve notre handler class est égal à split http request handler. Donc ça, c'est un snippet très simple, hein, qui nous permet, alors j'ai rien inventé, hein, c'est techniquement les cours de l'OSCP, hein, on apprend à faire un petit serveur, on peut utiliser du Python 2, du Python 3, c'est vous qui voyez, là sur la machine, là pour mon exemple, je vais, on va faire tourner le serveur, vous avez compris, sur le port 8000, et après on va pouvoir uploader, hein, un fichier ou recevoir un fichier. Le tout, c'est quoi? Je vais injecter avec l'adresse IP, je vais lui dire, écoute, tu te connectes à mon port 8000, et du coup, son port 8000 va se connecter à mon port 8000, va m'envoyer le fichier. Ça, on va pousser via curl, via une injection de commande, et on va récupérer grâce à ce programme-là l'archive qu'on a vu. Hein. On a vu qu'on a un fichier zip avec le flag. Donc on va faire ça. J'ai plus qu'à enregistrer. Donc encore une fois, hein, c'est pas un truc que vous allez faire en production. Hein. HTTP serveur en Python, il n'est pas recommandé pour la production. D'accord? Il met en œuvre que des contrôles de sécurité de base. Donc on a la classe HTTP serveur, je vous l'ai dit, qui fait partie de socket serveur. On a TCP serveur. Et grosso modo, ça crée, ça écoute au niveau d'un socket HTTP. Hein, là, on vient de monter en fait un socket qui va écouter sur le port 8000 par défaut. Ok, donc là, ça devrait le faire. Hein. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Je vous ai dit, on veut enregistrer. Donc là, si tout se passe bien, il va intercepter. On a quoi? Une communication HTTP, il filtre, il travaille sur le header, il prend le content length, ok? Il vérifie l'integer, il travaille dans quoi? Dans le répertoire courant où je veux enregistrer l'archive. Hein, puisque le programme Python va être à un certain endroit de mon file system de mon Linux, on va l'enregistrer dans cet endroit-là. D'accord? C'est pour ça qu'on utilise l'open, le pass qu'on a défini et le WB. Hein, le WB, si vous connaissez pas, vous devez aller regarder en fait les file modes, on les appelle. C'est les modes de fichiers, hein, soit pour lire, soit pour écrire. Là, je lui demande quoi? WB. W, c'est le write et B, binary, d'accord? Puisqu'on travaille sur un binaire, d'accord? Donc je lui dis, écoute, t'enregistres le binaire, le WB, et ça va nous permettre d'enregistrer, récupérer l'archive, d'accord? Donc ça, c'est pareil, au début, quand vous débutez, moi je vous conseille, pour les néophytes, toute la documentation Mozilla, hein, les papas de Firefox, vous savez que c'est une association gratuite, à but non lucratif, pardon, et vous avez beaucoup de documentation sur le protocole HTTP, hein, que vous soyez web dev ou quand vous commencez à faire un peu de dev sous Python, ça peut être extrêmement utile. Hein. On a tout ce qu'il faut, on a les codes d'erreur et tout ça. Ensuite, vous avez Stack Overflow. Hein. Allez voir les threads sur Python, Stack Overflow. Vous avez beaucoup de gens qui vous expliqueront parce que quand on débute en programmation, on pose toujours les mêmes questions. D'accord? Alors, j'aurais pu me passer, du B. Le B, le binaire, je vous ai dit, c'est une convention en fait. Hein. Sous Windows, on lui met un single quote ou un double quote B. Ça ajoute en fait au mode. Hein, on ouvre le fichier en mode binaire, d'accord? En fait, il existe des modes tels que RB, WB ou R plus B. Hein, ça marche aussi. Python sur Windows, il fait le distinguo. C'est ça qui est important de comprendre en fait entre les fichiers texte et binaire. D'accord? Vous avez les caractères de fin de ligne. Hein, vous avez, rappelez-vous, les IOL et les IOF. Hein. IOL, ça veut dire end of line et IOF, end of file. Hein. Fin de ligne et fin de fichier. Ça, si tu fais pas le nécessaire, en fait, tu vas, je vulgarise, hein, ton fichier va être mal encodé, d'accord? Il va être mal encodé, du coup, il peut pas être interprété. Hein, vous allez souvent, au début, quand vous programmez en Python, vous allez avoir des erreurs, hein, type IOL, end of file, hein, end of line, pardon. Hein, et puis, vous pouvez après avoir du IOF. Tout ça, c'est parce que le fichier est mal encodé. Hein. À partir de là, nous, quand on travaille sur un fichier, qu'il soit binaire ou textuel, on veut récupérer l'intégralité du fichier, qu'il soit pas corrompu.
D'accord? Donc, les caractères de fin de ligne dans les fichiers texte, ils sont automatiquement légèrement modifiés, en fait, lorsque les données sont lues ou écrites. D'accord? C'est pour ça que ça convient bien, en fait, aux fichiers en texte qui sont codés en ASCII. D'accord? Mais nous, si on a des données en binaire, ça va les corrompre. D'accord? Là, j'ai quoi? J'ai pas un fichier JPEG, j'ai pas un fichier exe, mais ce sont également quoi? Des données en binaire. Là, moi, je vais récupérer un zip qui est également, comme le JPEG, comme l'exe, comme plein d'autres extensions du binaire. D'accord? Donc nous, on veut récupérer notre archive et qu'elle soit pas corrompue, qu'on a l'intégralité des données, qu'on puisse décompresser le fichier zip et récupérer le flag. C'est ce qu'on va faire. Non, il n'arrive pas à se connecter au serveur taïwanais. Donc, on part du principe que il faudra ouvrir, bien sûr, naturellement, le port 8000 sur votre ordinateur. Moi, je suis dans un lab, j'ai pas besoin de le faire. Donc, tout con, hein. Tu vas me dire, ah ouais, mais moi, j'aurais pu lancer Simple HTTP Server. Saltin, ça fait exactement la même chose. Non, parce que il aurait récupéré les données en brut, ok? Il aurait récupéré, en effet, les paquets, hein, pas de problème. Il aurait chopé la trame, il t'aurait affiché en brut, en données raw, sur le serveur HTTP. Hein, et toi, tu fais quoi après tout ça? Tu bidouilles, t'enregistres ça dans un fichier, tu le renompes en zip? Non. Là, c'est plus que le serving HTTP sur le port 8000. Ça va récupérer notre fichier, ça va venir l'enregistrer. Et c'est ça l'avantage. C'est pour ça qu'on a codé ce programme. Voilà, tourne sur le 80. Hein. Pourquoi? Ça nous fera gagner du temps dans notre injection de commande. Qu'est-ce qu'on y a? J'aurais pas besoin de préciser le port, hein, puisque en HTTP, il va chercher à quoi? Il va chercher à se connecter à ce que je lui dis. Donc on revient là-dessus. Je ferme. Je vais lui passer quoi? Plus, parce qu'on a vu que c'est du Erlang coded. Je lui donner mon adresse. Alors, on peut pas laisser de blanc, on l'a vu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On a le flag upload. Hein, c'est un long. Vous vous rappelez que sous Linux, il y a quoi? Donc je lui mets un blanc. Sous Linux, soit tu mets un court, hein, c'est ce qu'on appelle un short dans nos flags. Et par exemple, ça sera U, qui veut dire upload, ou je lui mets un long, ça veut dire qu'il y a deux traits, et là, c'est un long. Donc, c'est pas U, c'est upload. D'accord? Et on a upload file. Ça, c'est quand j'ai fait tout à l'heure le curl-h, on a, je vous l'ai pas montré, mais on a de quoi uploader avec curl un fichier, pas de problème. Donc là, qu'est-ce que je dis? Je dis à curl, écoute, à cette adresse, tu vas uploader un fichier, et qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je lui dise le fichier. Le fichier, c'est quoi? C'est un blanc, hein, je vais pas le coller à file, sinon ça ne marche pas, et on a vu qu'il s'appelait flag.zip. Okay. Donc là, je fais entrer, il se passe rien, on va voir maintenant sur notre machine. On voit que le serveur qui s'est connecté, qui a utilisé curl, hein, puisque quand vous utilisez curl, le user agent, c'est curl, et là on voit qu'il est en version 7.64.0, il accepte quoi? À la racine, hein, du serveur, on a récupéré le container left, en effet, hein, vu que c'est une archive, là on voit sa taille en octets, et expect sans continue. On lui dit écoute, t'attends d'autres communications s'il faut. D'accord? Donc là, on est bien. Hein, on voit qu'il a récupéré CTRL-C, je peux l'arrêter. Il a récupéré notre archive ls-l sur flag. Exactement. On voit exactement la taille. C'est quoi ça? C'était notre content length. Hein? Et c'est exactement la même taille. Alors, vous savez qu'on a un paramètre, on peut lui demander H comme human readable, et en plus propre, ça veut dire en fait 21 mégas, 1 975 219 octets. D'accord? Ça fait 21 mégas. Ce qui est normal. Méga, million. Il a fait un... D'accord. Et il y avait le padding. Ok. Voilà. On récupère le flag. Donc, vous voyez comment on peut exfiltrer? On trouve, typiquement, quand on va pentest une application web, on va essayer de trouver un point de terminaison qui nous permet de faire
de l'injection de commande. L'injection de commande, on a vu que le paramètre CMD était faillible. Je peux commencer mon attaque par injection de commande. Ça veut dire que dans mon navigateur, je trouve le point de terminaison faillible de l'API. Là, c'était CMD et je peux lui donner une valeur et cette valeur, puisqu'on fait de l'injection, une attaque par injection de commande, je lui demande des commandes Unix, Linux. Le serveur répond. Je lui envoie des données directement de mon navigateur web. C'est la première étape. Après, on va pouvoir pousser un web shell. On va pouvoir faire une RCE, Remote Code Execution. Là, j'en ai même pas besoin, puisque rien qu'à partir de l'injection de commande, je peux me balader, je peux lister les fichiers comme vous l'avez vu, et je peux me renseigner sur les programmes qui, moi, m'intéressent. Je veux exfiltrer l'archive. On a vu qu'on peut utiliser plusieurs choses, mais vous savez, vous connaissez les outils sous Linux qui nous permettent de récupérer des données. Curl, pour envoyer des données, c'est pas mal, d'accord ? Pour envoyer des données curl, et après, un petit programme en Python pour récupérer l'archive, et on voit que ça fait le taf. Voilà. Donc c'est un exemple très simple, pour vous montrer encore une fois avec quelques lignes de code, comment on se crée notre main, comme toujours, dans n'importe quel programme sous Python. Et puis, il nous faut notre classe, puisque la classe, on va lui demander de faire quelque chose. Là, notre classe, on lui a demandé de récupérer le header, la communication, vérifier le content length, faire une action d'open avec le write binary et de l'enregistrer dans notre pass. Le pass, vous l'avez vu, c'est quoi? J'ai lancé le programme dans root. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a dit quoi? On lui a dit t'écris à la racine. C'est pour ça que on avait le tu vas à la racine du serveur. Pour lui, la racine du serveur, c'est pas la racine nous, c'est où on est. Donc pour lui, c'était la racine, pour nous, c'est root. C'est pour ça qu'on récupère quoi? On récupère l'archive exactement au même endroit d'où on a lancé notre programme. D'accord? Et ça l'a pas mis sur la vraie racine du serveur. Parce que là, il y a quoi? Là, c'est la vraie racine. D'accord? Mais comme moi, j'ai lancé le programme dans root et que je dis à quoi est-ce qu'a fait curl? À la racine. Pour lui, la racine, c'est root et pour nous aussi. Et c'est comme ça qu'on récupère le fichier et qu'on n'a pas besoin de préciser un pass. En fait, il le fait automatiquement. Il prend le pass d'où a été exécuté le programme qu'on a nommé exfil.py. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.